Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Cédric Perrin, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du territoire de Belfort, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à cette crise chez La République En Marche après le couac sur le vote d'un congé pour le deuil d'un enfant. Durant cette heure, nous irons comme tous les jours en salle des conférences et ce sera à votre micro, Fanny Conquis, aujourd'hui. Oui, nous serons avec Catherine Deroche. La sénatrice a présidé l'année dernière une mission d'information consacrée aux violences sexuelles sur les mineurs dans les institutions, dont le sport. Oui, c'est l'un des sujets de l'émission, on y reviendra. Merci Fanny, à tout à l'heure. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire avec nous aujourd'hui. Quentin Calmet, bienvenue Quentin. Bonjour, on va prolonger la discussion sur cette crise chez En Marche parce qu'il y a un groupe LREM au Sénat et il a un avis sur la question. Oui, les sénateurs se sont montrés assez critiques entre les lignes sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et on les entendra avec vous. Jonathan Dupriez fait aussi partie du club aujourd'hui. Bienvenue Jonathan. Alors vous avez suivi une mission de la commission du sénateur Perrin ici présent pour suivre les entraînements combat en zone urbaine. C'est ça, oui, les sénateurs ont tombé la veste pour le tri. On a hâte de voir ça. Bruno Fulini fait aussi partie du club. Bienvenue Bruno, historien. Vous collaborez à la revue L'Hémicycle. Après les 12 nominations au César de J'accuse sur l'affaire Dreyfus, vous vous êtes intéressé au grand oublié de ce film. Oui, le sénateur Auguste Scheurer-Kestner qui a joué un rôle clé dans l'affaire. Et Cédric Perrin fait oui de la tête, il doit connaître l'histoire, on y viendra. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous revenons sur ce scandale de violence sexuelle dans le sport. Dans une tribune aux Parisiens, des sportifs de haut niveau appellent à briser le silence. Tout cela fait suite, vous le savez, aux révélations de Sarah Abitbol. La patineuse secoue tout un univers où régnait un certain silence. Mais le monde politique est lui aussi ébranlé. Des ministres sont pointés du doigt, à commencer par Roxana Maracineanu. Une nouvelle ère est-elle en train de s'ouvrir, celle du grand ménage? #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette crise donc traverse la majorité après le vote très polémique sur le congé de deuil d'un enfant. Le gouvernement tente une opération rattrapage et veut rédiger un nouveau texte, mais l'épisode a clairement laissé des traces. Le point avec Jérôme Rabier. C'est une véritable série noire qui commence à faire des dégâts dans la majorité. Depuis quelques semaines, les erreurs se multiplient au gouvernement comme à l'Assemblée. La circulaire Castaner pour les municipales, retoquée par le Conseil d'État. Un Conseil d'État qui a aussi sérieusement tensé le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement. Les élections municipales où de nombreux candidats dissidents de la majorité se présentent provoquent aussi des remous. Et enfin, pour couronner le tout, le refus de l'Assemblée nationale de voter l'allongement à 12 jours du congé pour deuil d'enfant a très fortement perturbé la majorité. Si bien que devant les députés, le Premier ministre, qui est aussi le chef de la majorité, a dû s'en expliquer. J'assume au nom du gouvernement l'erreur, le fait que nous n'avons pas su nous expliquer, que nous n'avons pas su dire pourquoi nous pouvions élargir un dispositif. Un mea culpa assez rare et le gouvernement propose désormais de corriger le tir. Ce que cela pointe aussi, c'est que la concertation est utile. C'est qu'aujourd'hui, au-delà du simple congé ou répit qui avait été demandé dans cette proposition de loi, les associations, en réalité, réclament d'autres choses et c'est là-dessus que nous allons aussi travailler. Ce couac doit pour beaucoup d'élus servir à repenser les relations entre le gouvernement et sa majorité et ne plus les considérer comme de simples votants qui suivraient aveuglément la position d'un ou une ministre. C'est toujours quelque chose de particulier d'être dans la majorité, c'est-à-dire de soutenir un gouvernement dans le cadre de la Ve République. Et moi, je nous invite collectivement à inventer ce qu'est une pratique qui respire davantage. Si le Sénat puis l'Assemblée seront amenés à rapidement corriger le tir sur cette mesure, l'épisode risque de laisser des traces dans la majorité, alors qu'arrive à l'Assemblée nationale le projet de réforme des retraites, où l'unité de la majorité sera plus que jamais nécessaire. Allons plus loin donc avec vous. D'abord Cédric Perrin, gros malaise au sein de la majorité. On le sent, le gouvernement qui veut écrire un nouveau texte. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? C'est trop tard, le mal est fait, c'est n'importe quoi? Ce qui est évident, c'est que c'est trop tard et que le mal est fait. Ça, c'est certain. J'ai trouvé ce vote plutôt indigne et surtout cynique. Mais je ne veux pas forcément aux députés. Parce que finalement, ils n'ont fait que suivre les instructions qui leur sont données maintenant depuis 2 ans, 3 ans bientôt qu'ils sont députés. Je vous rappelle quand même que les députés En Marche, lorsqu'ils ont été candidats à l'investiture sur Internet, ils ont signé une charte
dans laquelle ils s'engageaient à voter l'intégralité des textes du gouvernement et à faire ce qu'on leur demandait de faire. Donc c'est une assemblée de godillots. Et j'ai un excellent rédacteur en chef de l'Est républicain aujourd'hui qui malheureusement a perdu un enfant il y a très peu de temps, qui a fait un édito et qui expliquait que ce sont des amputés de l'empathie. Mais c'est un peu ça finalement. Et aujourd'hui, ils n'ont fait que ce qu'on leur a demandé de faire. Et le lendemain, le président de la République expliquait qu'il fallait faire preuve d'humanité. Donc je peux comprendre que dans l'esprit des députés qui n'ont pas voté ce texte, peut-être pour certains contre leurs propres convictions, se retrouvent aujourd'hui en difficulté parce qu'ils passent pour des imbéciles, excusez-moi l'expression. Le gouvernement et le président essaient de les faire passer pour des imbéciles alors qu'ils n'ont fait que suivre les instructions du gouvernement. Donc aujourd'hui, évidemment, il est question d'essayer de rattraper le coup en disant oui, mais ce texte n'était pas parfait. Évidemment, il n'était pas parfait puisque compte tenu du fait de l'article 40, de toute façon, le député qui a fait cette proposition ne pouvait pas aggraver la situation financière. C'est la raison pour laquelle il a demandé à ce que le financement de ces jours de congé soit pris par les entreprises. Mais le gouvernement aurait fort bien pu décider de changer, d'améliorer les choses à ce moment-là et de dire la solidarité nationale peut le prendre en compte et on peut l'élargir aux fonctionnaires. C'était à ce moment-là qu'il fallait Vous pensez que faire. ça peut changer des choses du côté des députés, que cette fois ils vont se dire bon maintenant on votera en fonction de ce qu'on pense nous? Vous le sentez, vous le percevez ou pas? Vous savez, je crois que il y en a un certain nombre qui s'interrogent beaucoup. Moi, je ne le cache pas, j'ai mangé à l'Assemblée nationale hier à midi avec un certain nombre de députés, y compris En Marche, qui sortaient d'une réunion de groupe. Ils étaient absolument furieux. Furieux après le président de la République, après le Premier ministre, et furieux d'être pris pour des cons, puisque c'est ce qui a été dit par un ministre, semble-t-il. Je ne fais que rapporter ce que j'ai lu dans la presse. Et donc, ils étaient furieux parce qu'effectivement, on leur demande de voter d'une certaine manière, et après, quand les choses ne vont pas et qu'on ne s'est pas aperçu que ça pouvait aller dans le sens inverse de l'effet escompté, on leur explique qu'il faudrait revoir leur position. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est trop tard et que, je le rappelle quand même, Catherine Desroches, dans une PPL que j'ai co-signée également en juillet dernier, notre collègue donc, au Sénat a proposé donc, diverses mesures d'accompagnement des parents en cas de décès d'un enfant mineur. Eh bien, si le gouvernement veut faire quelque chose pour rattraper la boulette, eh bien qu'il inscrive cette PPL à l'ordre du jour et que nous l'étudions et que nous y travaillons. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le gouvernement est en train d'expliquer qu'il va faire des auditions et réauditionner ceux qui ont déjà été auditionnés par l'auteur de la proposition de loi au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est du mépris pour le Parlement. Et ça reflète finalement l'état d'esprit de ce gouvernement vis-à-vis d'un Parlement qui le méprise. On va continuer de parler de ces sujets puisque c'est aussi le sujet de la chronique de Quentin. C'est l'heure du Club d'Allons plus loin. Alors Quentin, comment cette crise de la majorité est-elle perçue justement ici même au Sénat ? Eh bien, on l'a entendu dans le reportage de Jérôme Rabier, les sénateurs En Marche, ils refusent d'accabler leurs collègues députés, mais en off, dans les coulisses du groupe LREM au Sénat, on explique que ça fait vraiment amateur, je cite, les députés ont vu les choses de façon très techno. Un sénateur nous expliquait que ce qui manquait à ce groupe de députés, c'est une expérience locale, une expérience politique et parlementaire qui est pourtant indispensable pour devenir par exemple sénateur et qui aurait pu faire la différence dans ce dossier. Cela aurait permis de prendre un peu de recul, nous disait-on, sur ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle à ce moment-là, la semaine dernière. Et écoutez d'ailleurs, Michel Amiel, lui, nous a parlé face caméra. C'est un sénateur de La République En Marche des Bouches-du-Rhône et il ne mâchait pas ses mots tout à l'heure. Je crois que ça relève un petit peu d'un manque d'expérience politique. Très honnêtement, je pense que la même situation n'aurait pas été possible au Sénat. C'est-à-dire que devant un vote sur une question qui relève d'un vrai problème de compassion, on n'aurait pas suivi la soi-disant consigne du gouvernement de dire il ne faut pas voter ça. Vous voyez, je vous réponds très, très clairement, je pense que c'est une question d'expérience politique et du coup d'une certaine forme d'indépendance par rapport à des consignes qui là n'étaient pas opportunes. Oui, on l'entend, hein, ce groupe La République En Marche au Sénat, il est quand même assez différent du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, c'est très différent. Les deux groupes entre les deux chambres du Parlement sont très différents. On va le voir d'ailleurs, hein. Que ce soit sur le nombre de sénateurs, sur leur profil, il y a beaucoup de différences. Au Sénat, déjà, ils ne sont que 24, hein, vous le voyez, contre 303 à l'Assemblée nationale. C'est un groupe qui ne pèse pas très lourd, hein, ici à la Chambre haute. On a effectivement vu en 2017 hein, la vague LREM s'arrêter sur le perron du Palais des Luxembourg. Parmi
parmi les sénateurs de ce groupe, beaucoup sont issus des rangs du Parti socialiste. Ils sont 17 sur les 24. Deux autres viennent de la droite. La plupart des sénateurs LREM sont loin d'être des novices en politique, à la différence, là encore, des députés LREM et à l'image aussi du patron du groupe, François Patriat. On a aperçu à l'image. Oui, on a aperçu à l'image. François Patriat, il a été conseiller général pendant 30 ans. Il a été ministre, il a été député. Maintenant, il est sénateur et donc il n'a pas du tout le profil du nouveau monde tel que les députés ont voulu le dépeindre. Non, mais il l'a adopté. Quelles sont les perspectives pour ce groupe La République En Marche dans les mois qui viennent et notamment à l'occasion des prochaines élections sénatoriales? Eh bien, tout va dépendre des élections municipales. On le rappelle, aux élections sénatoriales, 95% du corps électoral est constitué de conseillers municipaux. Avec le contexte actuel, avec les perspectives que l'on peut voir pour l'instant sur ces scrutins, eh bien, les ambitions d'En Marche au sénatorial, elles restent très modestes. Le patron du groupe table quand même sur un groupe multiplié par 2 avec 48 sénateurs. En coulisses au sein de son groupe, on dit que cette estimation elle est très ambitieuse, d'autant que ce groupe, regardez, eh bien, sur ces 24 sénateurs, 12 sont renouvelables, c'est la moitié du groupe, donc c'est un taux très important. Dernier facteur, la géographie politique de cette série renouvelable aux élections sénatoriales. Regardez les départements où l'on votera en septembre. Il y a la Bretagne, où on se frotte les mains en se disant qu'on pourrait gagner quelques sièges de sénateurs LREM, ou la métropole de Lyon, qui est effectivement renouvelable. En revanche, il y a beaucoup de sénateurs ultramarins dans ce groupe, et donc pas sûr qu'on puisse par exemple garder 2 sénateurs en Guyane, nous disait-on aussi. Une chose est sûre, les sénatoriales, eh bien, ça reste une épreuve très compliquée pour ce parti parce qu'il manque autre chose à LREM, et vous allez l'entendre avec Richard Young, on lui a demandé tout à l'heure, vous allez le voir. Je dirais qu'elle est au milieu de la route. On est sur un certain nombre de grandes villes, bon, il y a, je crois 300 ou 400 listes qui sont à peu près constituées pour nous. Mais enfin, il y a 36 000 communes en France, voilà. Et il nous manque une implantation territoriale forte, c'est clair. Voilà, il manque une implantation territoriale forte, exactement. Et en fait, ce que l'on aimerait au groupe LREM pour vraiment changer les choses au Sénat, eh bien, ce serait de provoquer une nouvelle majorité, mais alors pas en 2020. Pourquoi pas en 2023, nous disait-on en coulisses, avec par exemple des sénateurs radicaux, avec des centristes, avec des indépendants ou avec des Agir. Car on sait, le Sénat est une chambre très lente à faire évoluer par sa composition. Et pour que les LREM y prennent le pouvoir, eh bien, cela va prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. Cédric Perrin, le grand bouleversement au Sénat, l'arrivée du nouveau monde, c'est pas pour demain? Comment vous sentez les choses? Le résultat des élections municipales, mais si je prends pour exemple ce qui se passe chez moi, je pense que c'est pas pour demain. C'est-à-dire? Écoutez, je fais campagne puisque je suis aussi candidat aux élections municipales en milieu, pas en tête de liste, mais dans la ville où j'ai été élu maire très longtemps. Les listes d'opposition se créent, mais souvent elles sont apolitiques évidemment, puisqu'il faut éviter de dire qu'on est soit En Marche, soit au Parti socialiste. Mais surtout parce que il y a. Qu'on est LR ou pas du tout? Écoutez, moi je ne m'en cache absolument pas. Je ne fais pas de liste. C'est moins honteux en ce moment. On n'est pas politisé dans des villes de 3, 4, 5 000 habitants, donc on a nos étiquettes propre, mais en tout cas, on évite de le dire. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, moi, de ce que je vois, de ce que je ressens sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un très fort rejet dans des milieux non urbains, parce que je connais moins, mais dans les milieux ruraux, ou il y a un fort rejet d'En Marche, ça c'est clair. Je le ressens vraiment. Disons-le, ça arrange quand même les affaires de votre famille politique, toutes ces polémiques qui s'enchaînent du côté d'En Marche et ce rejet de Écoutez, tout à l'heure, le Premier ministre a répondu un certain nombre à la question de Philippe Mouillet. Je pense qu'il y a beaucoup de couacs en ce moment, voilà, pour résumer la situation. Et on est dans une période où le manque d'expérience, je pense, se fait cruellement sentir. Et vous avez des gens qui ont été des candidats à Internet, qui n'ont jamais mis les pieds en politique. Et faire de la politique, c'est comme le reste. Il faut avoir un peu d'expérience. Il faut avoir un petit peu aussi exercé des fonctions locales. Moi, j'ai été élu conseiller général en 2001, j'étais le plus jeune conseiller général de France, je suis resté élu jusqu'en 2014, j'ai été maire jusqu'en 2017. Voilà, je pense que tous les élus qui sont ici au Sénat, et pour beaucoup d'entre eux aussi à l'Assemblée nationale par le passé, étaient des élus qui avaient baroudé un peu, qui avaient une expérience du terrain et qui savaient un petit peu de quoi ils parlaient. Et aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils sont pour l'essentiel d'entre eux des gens qui sont déconnectés. C'est l'enseignement que vous en tirez, et je l'entends parfaitement, mais il faut aussi entendre peut-être une population française qui, à un moment donné, quand elle élit Emmanuel Macron, elle veut autre chose que des spécialistes de la politique et des gens qui ont fait de la politique pendant 30 ans, dont ça a été le métier. Ça a été une demande de la population française, quand même.
Oui, peut-être. La leçon, c'est quoi? C'est que finalement, non, il faut dire aux Français, en fait, la leçon, c'est qu'aujourd'hui, avec un quinquennat qui correspond aux élections législatives, c'est-à-dire qu'on élit le président de la République en mai et l'Assemblée nationale dans la foulée, on se retrouve avec une Assemblée conforme, en tout cas, pour donner les pleins pouvoirs au président. Alors, la vraie question... inexpérimenté, est-ce que c'est vraiment un problème, sachant que c'est un peu ce que les Français voulaient aussi? Je ne veux pas généraliser non plus. Je pense qu'il y a aussi dans les députés qui sont en marche ou ailleurs des gens qui sont tout à fait sensés et qui font les choses avec conviction et réflexion. Mais il y a malheureusement aujourd'hui une charte. Enfin, moi, je l'ai dénoncé au moment des élections législatives. Vous avez des gens qui ont signé une charte il n'y a pas de suffrage, obligatoire. Enfin, aujourd'hui en France, il y a des députés qui ont signé une charte les engageant à voter l'intégralité des textes du gouvernement. Donc en fait, on leur demande juste d'être là et de lever la main. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ce que veulent les Français? J'en suis pas persuadé. On va continuer ce club avec vous, Jonathan Dupriez, et ça va vous intéresser, là encore, Cédric Perrin. Le ministère des Armées l'a annoncé le 2 février, 600 militaires supplémentaires vont être déployés au Sahel, ce qui portera à 5100 le nombre de soldats de la force Barkhane. À l'heure où les effectifs de l'opération sont renforcés, se pose la question de la formation de nos soldats au combat en zone hostile. Jonathan Dupriez, vous avez suivi les sénateurs de la Commission de la Défense. Il y a quelques jours, vous étiez avec l'armée de terre au camp de Sissonne, c'est dans l'Aisne. Oui, absolument. Les militaires, ils l'appellent le SANZUB, et d'ailleurs on y était avec Quentin. Ça veut dire en fait centre d'entraînement au combat en zone urbaine. C'est un terrain assez gigantesque, de 6000 hectares. On le voit à l'image, sur lequel 2 villes ont été reproduites, grandeur nature, ainsi qu'un champ de tir, pour coller aux conditions réelles du combat urbain. Donc on y trouve une reproduction d'un petit village avec un bidonville, un hameau défensif et aussi une ville moyenne qui s'étend sur environ 1 km², qui est à peu près l'équivalent d'une commune européenne de 5000 habitants. Et on y retrouve aussi là encore des reproductions d'une gare, un hôpital, un lieu de culte, des écoles, autant de lieux très sensibles que les militaires pourraient autant de lieux sensibles que les militaires pourraient retrouver en opération. Alors au SANZUB, tous les régiments de l'armée de terre viennent s'y former à tour de rôle depuis sa mise en service opérationnel en 2006. Et vous allez le voir, donc c'est le 94e régiment d'infanterie. Vous allez les voir en action, c'est impressionnant. Infanterie, cavalerie, génie, main dans la main, ont donné à voir aux sénateurs qui étaient en immersion dans leur opération. Regardez. Après être équipés, ils vont vous diriger vers vos personnels qui vont être vos binômes et vous allez rester avec eux agrippés tout le long de la manip pour pas éventuellement vous blesser ou autre ou chercher après. Ouais, le principe. Voilà. Vous resterez debout. Leur tête commence à s'allonger. Comment? Ça va, c'est assez confortable? Oh, c'est parfaitement confortable. C'est le centre de l'armée de terre qui a cette compétence pour former les unités des forces terrestres à tout ce qui est combat en zone urbaine. Donc c'est pour donner aux forces terrestres la quantité et la qualité des unités pour pouvoir être, le cas échéant, engagées en zone urbaine. Ça chauffe, hein? C'est évidemment très impressionnant d'avoir par la maîtrise de l'opération, l'intervention d'un certain nombre d'unités blindées, les hommes, l'intervention des drones aussi. Enfin, on voit véritablement que le travail en milieu urbain n'a rien à voir avec le travail en race campagne. Et donc c'est intéressant de voir comment ces hommes s'entraînent et se préparent à des actions dans un contexte beaucoup plus dangereux évidemment. Voilà, Cédric Perrin, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous y étiez au SANZUB? Écoutez, moi, quand je me déplace dans les régiments, quels qu'ils soient, je ressens d'abord beaucoup de fierté. Voilà, beaucoup de fierté d'être français et d'avoir une armée qui, ma foi, au cours de l'histoire a su montrer qu'elle était particulièrement aguerrie, souvent avec des moyens relativement limités quand on voit ce qui se passe aux États-Unis. Mais la capacité de notre armée aujourd'hui à être opérationnelle partout dans le monde, avec des moyens qui sont beaucoup plus limités que nos adversaires, est quelque chose qui est très reconnu, en tout cas, par nos alliés britanniques, américains et autres. Et je ressens beaucoup de fierté. Le SANZUB, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet de développer, en tout cas,
des techniques de guerre en zone urbaine et de se préparer à des combats de haute intensité. Ouais. C'est quand même ça qui est important, avec malheureusement une menace qui peut survenir et qu'on ne peut pas ignorer, qui est celle de la guerre en ville. Et ce camp d'entraînement du Sanzub, il a été créé en 2004. Il y a eu évidemment des énormes investissements pour pouvoir le mettre en œuvre. Il nous est sans doute envié par beaucoup de pays. Et aujourd'hui, nos soldats peuvent s'y rendre pour s'entraîner. Ce qui est clair, c'est qu'avec l'arrivée de Sentinelle, des attentats de 2015, etc., il y a eu une montée en puissance très importante du nombre de participation de la participation de nos soldats dans le cadre des opérations de sécurité intérieure, des OPINT. Et du danger en zone urbaine, justement. Et du danger en zone urbaine, mais c'est pas tant ça que je voulais dire. C'est surtout que ça a monopolisé nos soldats sur des opérations intérieures et ça les a empêchés, je le dis, d'aller s'entraîner. Et aujourd'hui, il est nécessaire, je pense, pour faire face à un certain nombre de problèmes potentiels, que nos soldats reprennent en tout cas le chemin de l'entraînement, s'aguerrissent, et le Sanzub est évidemment un outil extrêmement important pour cela, et évidemment beaucoup d'unités d'infanterie y passent beaucoup de temps avec le 94e régiment d'infanterie pour s'entraîner. Alors justement, rentrons dans le détail un peu avec vous, Jonathan. Pourquoi précisément l'armée française s'intéresse-t-elle à ces zones de combat ? Et en fait, ça fait une trentaine d'années que l'état-major a constaté une urbanisation progressive des conflits dans le monde. Les villes concentrent le plus souvent les lieux de pouvoir, mais aussi les richesses, et en conséquence, ces conflits ont tendance soit à débuter, soit à se terminer en ville. Le combat en zone urbaine fait donc partie plus que jamais de l'équation stratégique française, mais c'est aussi un théâtre particulièrement risqué pour les soldats qui sont souvent confrontés à un combat qu'on dit asymétrique et des adversaires très déterminés qui évidemment connaissent parfaitement leur milieu. En ville, il faut jongler entre le visible et l'invisible, les toits, les souterrains, où un ennemi peut éventuellement se terrer. Et cette hétérogénéité du milieu perturbe aussi la collecte du renseignement, la rend beaucoup plus difficile. Donc se battre en ville, ça nécessite des savoir-faire technique et tactique de très haut niveau, et pour s'adapter à cet environnement très contraint. C'est un constat que faisait Ronan Le Gleu, un sénateur également présent. Le stress est beaucoup plus grand. Les victimes civiles doivent être évitées. Et il est beaucoup plus difficile de savoir où est l'ennemi. Par ailleurs, il y a un stress lié en fait aux obstacles. Les obstacles urbains sont tout à fait différents. Et donc, c'est tout ce cycle on est venu, en tant que sénateur, appréhender, comprendre, apprendre et même vivre physiquement. Voilà, et si le combat urbain est devenu si important pour l'armée française, c'est surtout parce que c'est le milieu dans lequel le plus de soldats français ont péri en opération. Ça se vérifie quand on regarde notre histoire militaire récente. Prenez par exemple le conflit au Liban, 158 morts, l'ex-Yougoslavie, 116 morts, ou encore l'Afghanistan. Ce sont des conflits qui ont été les plus meurtriers à ce jour. Et donc Cédric Perrin, ce qui questionne quand même, ça nous interroge de voir justement ces pertes importantes en zone urbaine. Vous, c'est aussi votre rôle d'aller voir si les moyens sont là où ils devraient être, sont là où ils sont. Est-ce que vous, l'équation budgétaire, pour l'instant, vous trouvez qu'elle y est, la trajectoire budgétaire ? Écoutez, moi, ce que je pense de ce type de centre d'entraînement, c'est que ça structure aussi notre réflexion capacitaire. C'est-à-dire que ça nous permet aussi d'envisager de quel matériel nous allons avoir besoin. Le projet du MGCS avec le char du futur, le projet du SCAF avec le système de combat aérien du futur, le drone MAL européen, etc. sont des sujets qui doivent nous permettre d'être évidemment beaucoup plus performants. Aujourd'hui, l'augmentation du budget, elle est évidente et on ne peut pas la nier. Mais vous la saluez, j'imagine. Et on la salue. Mais quand on creuse dans le détail, avec le financement des opérations extérieures qu'on a réintégré dans le budget de la défense, etc., elle est moins importante que ce qui est annoncé. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas ça, parce que ça, c'est quelque chose d'acquis et on le salue. Et je crois qu'à l'unanimité, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la phase qui s'ouvre à nous maintenant, qui est la fameuse phase de la clause de revoyure, qui était prévue dans la loi de programmation militaire, avec une clause de revoyure en 2022, qui doit permettre de monter à une augmentation annuelle de l'ordre de 3,5 milliards. Aujourd'hui, on est à 1,8 milliard, en plus par année. Et l'objectif, c'est 2% du PIB en 2025. L'objectif étant de 2% du PIB en 2025. Vous serez vigilant, on est extrêmement vigilant parce que, évidemment, c'est
extrêmement important pour nous, pour l'armée, pour notre industrie aussi. Et il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur cette question. Mais il y a quand même quelques sources d'inquiétude parce que, vous savez, il va y avoir 30 milliards à sortir pour compléter la taxe d'habitation. Il va y avoir 34 milliards de sortir pour la dette de la SNCF. Il va y avoir les 10 milliards des gilets jaunes. Il va y avoir un certain nombre de montants budgétaires à sortir en plus. Et ce qu'on craint, nous, c'est qu'effectivement, il n'y a pas les moyens et qu'on nous dise finalement la clause de revoyure, on n'y vient pas. Et je rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été sanctuarisées par le président de la République, dont la double composante de la dissuasion nucléaire qui va nécessiter là aussi un investissement important. Il y a le porte-avions qui va arriver, quelle propulsion, etc. Il y a des défis majeurs qui s'ouvrent aujourd'hui au ministère de la Défense et nous serons là évidemment pour aider la ministre à trouver les budgets et à être vigilants pour que les choses se fassent et que nos soldats puissent avoir les moyens de leurs actions. Et on suivra ce dossier évidemment sur Public Sénat. Bruno Fulini, vous fermez la marche de ce club. Vous êtes historien, vous collaborez à l'Hémicycle et vous publiez ce livre, Les rois fous de l'histoire. Vous êtes fou d'histoire vous aussi et vous venez tous les mercredis nous en parler. On parle beaucoup de l'affaire Dreyfus avec le film J'accuse. Sauf que vous avez constaté un oubli majeur. Oui, il y a un personnage qu'on voit à peine dans le film et qui est très important, c'est Auguste Scherer-Kästner. Aujourd'hui, on l'appellerait ASK, mais à l'époque, on n'avait pas du tout ce genre de familiarité avec les politiques. Zola l'avait surnommé plus joliment l'homme à la vie de cristal, qui était un hommage à son intégrité, à son honnêteté. Auguste Scherer-Kästner est né à Mulhouse en 1833. C'est un chimiste. Il fait à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, ce qui fait qu'il va devenir également un industriel assez prospère. Et puis alors politiquement, c'est un opposant à Napoléon III, c'est un républicain, plutôt proche des radicaux. Il est même ami avec des gens comme Gambetta, le jeune Clémenceau, qu'il va soutenir financièrement dans leur campagne. En 1870, c'est la chute du Second Empire, et puis évidemment l'invasion prussienne, il est aux premières loges. Donc il est élu l'année suivante, en 1871, député du Haut-Rhin. Sauf que l'Alsace va être annexée. Alors Belfort va rester en France, mais n'est-ce pas? Exactement, on détache le territoire de Belfort, effectivement, du Haut-Rhin, mais le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle deviennent allemands. Et lui va être élu au Sénat comme sénateur inamovible. Et donc 20 ans plus tard, il est le dernier représentant de l'Alsace française au Parlement en tant que sénateur inamovible. Et puis surtout, c'est une grande figure morale, premier vice-président du Sénat et un petit peu le protecteur de tous les Alsaciens qui vivent à Paris et en France. Et c'est pourquoi, Maître Leblois lui demande un rendez-vous. Leblois a des origines alsaciennes, son client aussi. Et son client, c'est le fameux Picard, le personnage central du film. Picard, c'est cet officier de la section de statistiques, donc du contre-espionnage, qui réalise qu'il y a eu une erreur abominable et qu'on a condamné pour trahison quelqu'un qui en fait est innocent. Et Picard a voulu faire bouger les choses, mais assez vite, sa hiérarchie le contraint au silence, il a les pires ennuis, et donc l'avocat va voir ce premier vice-président du Sénat pour lui expliquer la situation. Et Scherer-Kästner est d'abord un peu interloqué, et puis quand il est convaincu, il va bouger. Il va aller voir le ministre de la Guerre. Il va aller voir le président de la République, Félix Faure à l'époque, et lui est très patriote, c'est pas du tout un homme d'extrême gauche comme certains Dreyfusards. Lui, il veut surtout pas de scandale, il veut surtout pas qu'on interpelle le président dans la presse, c'est pas du tout ça. Il voudrait que les choses se règlent doucement pour ne surtout pas discréditer l'armée. Mais lui aussi se heurte assez vite à une volonté de différer une décision vraiment difficile, revenir sur un jugement d'un conseil de guerre. Et pourtant, lui, il a des arguments. Il a vraiment mené l'enquête. Il va finir par rencontrer une femme qui a été la maîtresse du suspect, celui qui est sans doute le vrai coupable, Esterhazy. Et cette Madame de Boulancy, elle en veut beaucoup à son ancien amant, qui non seulement l'a largué, mais lui a pris ses sous. Et donc, elle lui donne les lettres qu'elle a d'Esterhazy. Des lettres très troublantes, d'abord parce qu'il y a son écriture, et on se rend compte que l'écriture d'Esterhazy est étonnamment proche de celle du fameux bordereau qui a lancé l'affaire, trouvé à l'ambassade d'Allemagne. Et puis il y a parmi ces lettres une qui est très choquante parce qu'il explique qu'il déteste les Français, c'est quand même curieux pour un officier de l'armée française, et qu'il aimerait être ulan, c'est-à-dire cavalier armé d'un sabre dans l'armée allemande ou autrichienne pour trancher des têtes de Français. Donc ça fait quand même beaucoup. Et Auguste Scherer-Kästner va finir par publier cela
en 1897. Et vous voyez comme l'histoire est injuste, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Zola pour son J'accuse, en janvier 1898, mais quelques mois plus tôt, August Scheurer-Kestner est le premier homme politique important à avoir prouvé l'innocence de Dreyfus et la culpabilité d'Esterhazy. Vous avez mentionné sa fonction en quelques secondes. Sénateur inamovible, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, en 1875, lorsque la Troisième République se dote d'un Sénat, on a l'idée, pour des raisons d'équilibre politique, de ménager 75 sièges particuliers. Sur les 300, il y a 75 sénateurs qui ne sont pas élus par les départements, par les élus locaux. Ils sont élus par les parlementaires eux-mêmes et ils sont élus à vie. Ils sont élus à vie. Et lorsqu'ils meurent, eh bien, ils sont remplacés par un sénateur élu également par les sénateurs. En 1884, on met fin à ceci qui est un petit peu limite, mais il y a une clause du grand-père avant la lettre. Les sénateurs inamovibles en place vont s'éteindre petit à petit. Le dernier inamovible s'éteint en 1918. Depuis, tous les sénateurs sont élus normalement. Il nous reste vraiment quelques secondes, Cédric. Non, j'ai pas vu le film, hein, mais il y a un élément qui me paraît un très beau livre qui vient de sortir, qui s'appelle Madame S, sur l'affaire Madame Stenel, qui est de la maîtrise de Félix Faure, dont on a dit qu'elle était la pompe funèbre. Enfin, je ne veux pas revenir sur le détail. Et ce livre réhabilite en quelque sorte cette personnage en expliquant que Scheurer-Kestner et d'autres, puisque c'est une fille Japy, donc elle est de ma commune, beaucoup dans le territoire de Belfort, et cette dame serait devenue la maîtresse de Félix Faure à la demande de sa famille pour essayer de pousser Félix Faure à la révision du procès Dreyfus. Et Scheurer-Kestner joue un rôle important là-dedans. Donc je vous invite à lire ce livre. Je vous invite à lire ce livre, il est très intéressant. Et vous le saviez. Merci infiniment en tout cas, Cédric Perrin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite d'ALPL, c'est notre grand débat. On va s'arrêter sur ce scandale des violences sexuelles dans le monde sportif qui éclate au grand jour. Tout vient des révélations de Sarah Abitbol, soutenue aujourd'hui par une tribune de sportifs de haut niveau qui appellent à briser le silence. Est-ce à dire que beaucoup savaient ou sentaient des choses? Comment expliquer que les enfants n'aient pas été protégés? On va ouvrir le débat avec nos invités ce soir. D'abord les derniers éléments de l'affaire avec Paul Thierry. Nous ne pouvons plus nous taire. C'est le cri de colère que poussent les sportifs de haut niveau dans la presse. En tête, les championnes de ski Ophélie David et Marie Martineau. Cette tribune intervient en soutien à la patineuse Sarah Abitbol concernant des viols subis alors qu'elle avait 15 ans. Pour Dominique Verrien, co-rapporteur au Sénat de la mission d'information sur les violences sexuelles sur mineurs, la libération de la parole gagne le milieu fermé du sport. L'ensemble des rédacteurs spécifie bien justement ce phénomène d'omerta et du fait qu'on n'osait pas dire. Et même si on le savait, on n'osait pas dire. Aujourd'hui, ça n'est plus acceptable. Et donc, il faut aussi faire porter cette responsabilité à ceux qui ne parlent pas, parce qu'ils mettent en danger les enfants d'aujourd'hui, mais aussi les enfants de demain, en n'arrêtant pas les gestes dont ils peuvent être témoins ou dont ils peuvent avoir entendu parler. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire visant à identifier toutes les autres victimes potentielles. L'attention se porte aussi sur la Fédération française des sports de glace, particulièrement sur son président Didier Gaillaguet, accusé d'avoir fermé les yeux sur les agissements de l'entraîneur Gilles Beyer. Pour être démissionnaire, il faudrait que j'ai commis une faute. Or, je n'estime pas en avoir commise. Des erreurs, certainement, et plusieurs, mais pas des fautes. La ministre ayant annoncé qu'elle mettait en place une inspection générale. J'attendrai donc les résultats de cette inspection avant de prendre une décision sur une démission demandée. Au cours de son point presse, le président de la fédération a qualifié la ministre de moralisatrice. En attendant les résultats de l'inspection, la fédération des sports de glace se déchire et enregistre 4 démissions. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Patrick Caner, bienvenue. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Jérôme Casadieu, bienvenue. Vous êtes directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Jean-François Villotte, bienvenue, directeur général de la Fédération française de tennis, ancien directeur de cabinet du ministre des Sports, Jean-François Lamour. Simon Latournerie, bienvenue. Vous êtes chargé du développement de l'association Colosse au pied d'argile, dont on entend pas mal parler en ce moment. Une association qui a pour mission la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles, notamment en milieu sportif. Merci à tous les 4 d'être ici. On a le sentiment que c'est vraiment tout le monde du sport qui est secoué par cette affaire, comme si Sarah Abitbol avait mis le doigt sur un phénomène que
beaucoup connaissaient ou sentaient. Il y a eu un silence coupable de qui? Des fédérations, Simon Latournerie, il y a eu un silence coupable de qui? Coupable, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu effectivement, dans le monde du sport, comme dans certains milieux, peut-être une omerta, enfin, une discrétion pour certains. Les motifs peut-être étaient variables en fonction des secteurs. Mais nous, avec Colosse Paix d'Argile, c'est vrai qu'on fait l'effort, on a le souhait. On va vers ces fédérations, notamment, vers les collectivités, les institutionnels aussi, pour conjointement lever le voile sur ces situations. Parce que depuis 7 ans que nous traversons la France à la rencontre des jeunes, mais aussi des encadrants, nous avons systématiquement des situations, des témoignages d'adultes, de jeunes qui ont été victimes de ce type de violence, en particulier des jeunes, parfois très jeunes. Et les fédérations, elles vous répondent quoi quand vous allez les voir? Alors ça dépend des fédérations. Ouais. On a des partenariats avec une douzaine d'entre elles. Voilà. Donc il y en a qui collaborent. Donc il y en a qui collaborent, voilà. Alors après on n'est pas la seule entité, mais il y en a qui collaborent en tout cas avec nous parfaitement, qui sont dans la prévention vraiment de ce type de phénomène, d'autres qui sont dans la réaction en fonction d'événements qui sont survenus. Et il y en a qui ferment leur porte? Et il y en a qui ferment la porte, et c'est l'objet en tout cas, c'est aussi le démenti que nous avons fait sur les réseaux sociaux par la voix de notre président et notre directeur fondateur, encore cet après-midi à la suite de la conférence de presse de M. Gaillaguet. Ouais. La Fédération des sports de glace qui avance, qu'elle a entrepris des démarches notamment de prévention avec Colosse Paix d'Argile, ce n'est pas le cas depuis 3 ans, notamment par l'intermédiaire de Nathalie Péchala, qui est une illustre championne bien sûr de cette fédération. Nous nous heurtons à un refus de la fédération de travailler avec nous, en particulier avec le motif de il n'y a pas de problème dans notre fédération. Ouais. Dans cette tribune, les athlètes le disent eux-mêmes, je les cite, révoltés, mais malheureusement pas si étonnés que ça. Voilà ce qu'ils nous disent, les athlètes. Nous nous sentons aussi responsables, car il nous est tous arrivé d'avoir des doutes, des suspicions, des bribes d'informations. Jean-François Villotte, est-ce que ça a été votre cas aussi? Oui, ça a été le cas au sein du mouvement sportif. À la Fédération française de tennis, je pense que l'électrochoc, c'est il y a une dizaine d'années le procès Camaret. Je pense que le sujet n'était pas pris à la mesure de ce qu'il était avant le procès Camaret. Et c'est vrai que la parole des victimes était probablement dans tout l'écosystème sportif sous-estimée, relativisée. On trouvait toujours les voies et moyens d'écarter une parole qui avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et donc je pense que nous sommes en train de vivre, après ces soubresauts, j'évoque le procès Camaret, il y en a eu d'autres, nous sommes en train de vivre une période extrêmement importante pour ce qu'est le sport en France, et donc il faut que le mouvement sportif ait le courage de se saisir de ces questions réellement et prenne les mesures de prévention, de sensibilisation, fasse le choix d'être toujours aux côtés des victimes, se porte partie civile, puisse recueillir la parole des victimes. On a mis en place un délégué intégrité à la Fédération française de tennis pour que cette relation puisse être directe et pas passer par des canaux institutionnels qui peuvent être considérés à tort ou à raison comme illégitimes. Donc c'est un sujet global, il faut avoir une approche très humble, très compliquée, mais il faut l'affronter de face. Patrick Caner, comment vous voyez les choses? Vous avez été ministre des Sports, aux plus hautes responsabilités. On voit Roxana Maracineanu qui est accusée d'être moralisatrice. D'autres ministres des Sports, on le verra, qui sont aussi un peu pointés du doigt. Comment vous voyez les choses? Le ministère des Sports est un outil de régulation. Ce n'est pas l'outil hiérarchique des fédérations, même s'il accorde la délégation de service public aux fédérations. Donc il a, entre guillemets, droit de vie ou de mort sur la fonction même d'une fédération. Une fois cela dit, la ministre fait son travail. Je le dis très, très simplement, une fois n'est pas coutume. Je le dis très simplement en cherchant les responsabilités et en considérant que son rôle doit être une forme une sorte de lanceur d'alerte, finalement, vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'opinion. Et vous avez raison de dire qu'il faut que la parole puisse être reconnue, reconnue, qu'elle remonte, y compris auprès du ministère. Nous avons un outil qui s'appelle l'article 40 du Code pénal, que j'ai utilisé une fois quand j'étais ministre, pas pour des questions, d'ailleurs, d'agression sexuelle, mais avec le recul. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire la vérité. Avec le recul, n'ayant jamais été saisi pendant 3 ans de ce type de sujet, je me dis, mais je suis sûrement passé à côté de quelque chose parce qu'il y a eu une forme de couvercle sur la marmite, alors que j'ai soutenu votre association. Mais aujourd'hui, peut-être qu'un nouvel électrochoc va permettre enfin de sortir de la nasse dans laquelle nous sommes. Pour être très clair, il y a aujourd'hui
de jeunes sportifs de haut niveau qui sont sous l'emprise mentale de leur coach. Et dans ce cadre-là, notamment par rapport à l'appétit vis-à-vis des performances sportives et peut-être des médailles demain aux Jeux Olympiques, on peut accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc moi, d'abord, ce soir, je pense aux victimes. Et c'est exactement ce que disent ces athlètes, toujours dans cette tribune que je vais citer dans le Parisien. Chaque sportif de haut niveau a d'abord été un enfant, un adolescent en pleine construction. Il a été entouré par une structure et formé par un éducateur à qui il a confié la clé de ses rêves. Jérôme Casadieu, il est peut-être là le point de départ, c'est cette espèce d'emprise dont parlait Monsieur Caner, des coachs, des entraîneurs sur, j'allais dire, leurs poulains et leurs parents d'ailleurs, dans des familles. C'est sûr que si on compare par exemple le phénomène d'emprise entre un coach et un apprenti qui espère gagner des médailles olympiques, c'est vrai que ce rapport-là, il est beaucoup plus puissant dans le sport qu'il ne l'est par exemple, on a évoqué pas mal de fois MeToo dernièrement dans le cinéma où une actrice, un acteur va passer 3 mois, 4 mois sur un film. Un sportif aujourd'hui, il faut savoir s'il peut prétendre à des médailles, s'il est détecté assez tôt, vers 13, 14, 15 ans, on va lui demander de s'extraire de son foyer familial, d'aller s'entraîner, parfois 7, 8, 9 heures par jour avec un coach qui va avoir, sous couvert bien évidemment d'une réussite sportive et donc de la réussite personnelle de son élève, une emprise qui va d'abord être une emprise physique, qui peut passer parfois par un discours un peu de gourou, on en a entendu un certain nombre des coachs qui ont une dimension un peu de gourou, et puis cette emprise physique et mentale va devenir à un moment donné une emprise sexuelle. Et c'est là en fait que le problème se pose, puisque... Systématiquement, heureusement. Non, mais je parle les entraîneurs gourous, je pense pas que des entraîneurs gourous, il y en ait partout. La seule chose, c'est concernant en fait cette notion d'emprise, souvent en fait les enfants ou les adolescents qui sont concernés par ces agressions se retrouvent un peu séparés du foyer familial. Parfois, je dirais que ces entraîneurs... les parents font confiance au coach. Exactement, ces entraîneurs prédateurs choisissent toujours bien leurs victimes, ce qui est terrible à dire, puisque parfois ils vont même inviter. Ce qui était le cas, par exemple, dans l'enquête que nous avons révélée la semaine dernière, qui est à l'origine un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont inviter les parents de la victime, alors que, cette victime est déjà présente. Donc, c'est tout un processus qui fait que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, par exemple, pour la victime, de libérer sa parole au moment des faits. De dire, j'ai été agressé sexuellement, j'ai été violé par mon entraîneur. La parole n'est même parfois pas crue par l'entourage, familial ou l'entourage sportif. Il y a même des parents, excusez-moi, qui considèrent finalement que c'est pas vrai, tellement eux-mêmes se projettent dans l'avenir de leur enfant, dans la réussite potentielle de leur enfant sur le plan sportif. Les responsables politiques sont donc mis en cause aussi dans l'affaire Sarah Abitbol. Des accusations ont été portées contre Marie-Georges Buffet, par exemple, ministre des Sports entre 1997 et 2002. Des accusations auxquelles la ministre a répondu, c'était chez nos confrères de RTL. Écoutez. J'ai suspendu M. Bayer, j'ai transmis le dossier au tribunal, au parquet. Le parquet n'a pas donné suite et ensuite M. Bayer a pu reprendre ses activités dans la fédération de glace. Mais ça, moi je n'y suis pour rien. Et oui, je n'y suis pour rien. Simon Latournerie, c'est aussi un peu le problème du système, c'est-à-dire que potentiellement une ministre a agi comme il fallait, elle a suspendu comme il fallait, mais la justice n'a pas suivi. Effectivement, il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs acteurs dans ces dimensions-là. On l'a vu, il y a la famille, il y a le sportif lui-même, il y a la fédération, le club, l'entraîneur, mais il y a aussi les institutions. Le ministère, c'est un levier, mais il y a aussi tous les services de préfecture, les directions départementales, régionales, jeunesse et sport, qui sont aussi des autorités administratives qui peuvent intervenir dans le contrôle aussi de ces personnels, de ces acteurs qui entourent finalement l'enfant. Et la question des responsabilités, alors elle est variable. Là, le président en exercice estime que lui n'est pas responsable pénalement, administrativement, parce qu'il n'a pas commis de faute. Il faudra quand même se questionner sur la responsabilité morale aussi, fortiori dans le sport, qui dégage un certain nombre de valeurs. On peut se poser la question, mais l'enquête fera apparaître si effectivement, à ce niveau-là, au niveau de la fédération déjà, du mouvement sportif, est-ce qu'il y a une responsabilité? La responsabilité n'est pas forcément liée à une faute personnelle d'un dirigeant, mais peut-être ça fait partie de sa casquette d'assumer ses responsabilités. Et concernant le système de l'État ou le système judiciaire... Et la justice, et oui, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, on sent bien, par rapport aux situations que l'on suit, des victimes qui viennent nous parler, qui témoignent et qui ensuite entament une démarche en justice. L'appareil judiciaire a l'air vraiment étouffé. Donc il y a un certain nombre de situations où il y a des faits plutôt significatifs de violences très aggravées, de viols, où
La qualification des faits va peut-être, dans le cas du doute, puisque ça arrive à un certain nombre d'années a posteriori, être qualifiée en délit, non plus en crime mais en délit, en agression sexuelle finalement. Voilà, bon, on peut se poser la question de cela, l'interprétation, la part du juge et la part systématique ou non systématique de l'application de certains usages du code pénal par le juge. Oui, sur le plan légal, donc on fait évoluer les textes. Je pense par exemple au délai de prescription qui est passé de 20 à 30 ans pour les viols commis sur des mineurs, ce qui permet donc d'aller très concrètement à partir de l'âge de la majorité de 18 ans plus 30 ans égale 48 ans. C'est-à-dire que ça permet jusqu'à 48 ans de lutter contre ce phénomène qu'on appelle le traumatisme amnésique. C'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme et on l'efface. On l'a parfois effacé. De sa mémoire, ça c'est une première chose. Et nous-mêmes, et là je parle au nom de mon groupe avec Laurence Rossignol, sénatrice bien sûr qui est très très sensible à ces questions, nous avons déposé une proposition de loi visant à considérer que tout acte sexuel entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans est considéré comme un crime. Systématiquement. Qu'on arrête de se poser la question, quoi. Voilà. Et donc, voilà, il faut que les trous dans la raquette, excusez-moi, monsieur... je vais vous pardonner. Responsable de la Fédération française de tennis, mais il est vrai qu'il faut que la loi aille encore plus loin. Mais rien, vous savez, la tolérance zéro, c'est une chose. Le risque zéro, ça n'existe jamais, malheureusement. Jean-François Pilote. Oui, je pense d'abord, ça a été dit à l'instant, le sport présente une vulnérabilité très, très forte en raison des liens qui se créent, des rêves qui naissent, des conditions d'ailleurs de préparation, ces circuits internationaux, ces sportifs à précocité très précoce, à précocité sportive, et donc il y a des conditions et des facteurs de vulnérabilité. Deuxième élément, tout l'enjeu de détection, c'est la détection des signaux faibles. Parce que la victime qui souffre énormément a beaucoup de mal à exprimer cette souffrance. Elle a d'autant plus de mal à exprimer cette souffrance qu'elle est dans ses liens de dépendance, que très souvent, vous l'avez souligné à juste raison, la famille elle-même ne perçoit pas ces signaux faibles, a tendance à relativiser la parole de la victime qui se retrouve dans un état d'isolement absolument atroce. Donc, en matière de formation, de détection, il faut capter absolument les signaux faibles. Ensuite, je ne pense pas que ça a toujours été une priorité de la politique pénale. C'est-à-dire que les parquets, pendant très longtemps, ont écarté ces signalements, considérant qu'ils devaient être relativisés, qu'il y avait là une manifestation d'une certaine fragilité. Je ne suis pas certain que tous les moyens d'enquête pénale ont été toujours mobilisés. En ce qui concerne par ailleurs l'organisation de l'État, je change un peu de casquette. Moi, ça fait de très nombreuses années, sur les sujets d'intégrité et de vulnérabilité du sport, je pense qu'il faut qu'il y ait une autorité de régulation unique qui traite de l'ensemble de ces questions, c'est-à-dire qui traite des phénomènes de dopage, de manipulation et d'abus d'autorité et d'abus sexuels, pour qu'il y ait vraiment une ingénierie de l'écoute, une connaissance des mécanismes qui sont à l'œuvre et qu'on puisse traiter ces informations. Et Patrick Kanner le disait, quand on est au plus haut niveau de l'État, on n'est pas forcément renseigné, ou en tout cas bien informé sur ces questions. Et c'est ce que dit Jean-François Lamour, dont vous avez été le directeur de cabinet. Donc je me tourne vers vous, puisqu'il a été mis en cause assez directement par Sarah Abitbol. Et dans Le Parisien, il nous dit « Si j'avais eu connaissance de ces horreurs que je découvre aujourd'hui, jamais je n'aurais conseillé à Sarah Abitbol de fermer les yeux. » Donc s'il n'y a pas un problème d'écoute, est-ce qu'il n'y a pas un problème de déconnexion, de mauvaise information qui ne remonte pas à ce niveau de l'État? Non, mais la grande difficulté, c'est que la façon dont les choses sont exprimées, compte tenu de la vulnérabilité des victimes, cette façon d'exprimer le temps que ça monte, le temps que ça se comprenne. Ça n'arrive pas jusqu'à vous. Il faut être capable de capter les signaux faibles, de les interpréter. Et puis, il faut définir très clairement ce qui est acceptable, ce qui est totalement inacceptable. Il faut qu'il n'y ait pas de doute. C'est ce que M. Kanner vient de dire à l'instant. Il y a des choses, c'est totalement inacceptable. La ligne ne peut pas être franchie. On ne se pose même pas la question des circonstances. Après, je pense qu'il y a des signaux qui sont remontés. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Les fédérations, beaucoup de fédérations ont été confrontées à ces problèmes-là, avec des entraîneurs où on avait des doutes, des choses basiques. Dites-nous, même les journalistes. Oui, nous on a écrit des choses. C'est une question qu'on s'est posée en préparant ce dossier. Nous on a écrit beaucoup sur les violences sexuelles. On a suivi assez tôt le procès, même
toute l'affaire qui concernait Catherine Moyon-Debec, on l'oublie, c'est les années 90, Isabelle de Mongeau, c'est les années 2000. Donc là, on est quand même en 2020. Donc ce qui montre quand même que le milieu du sport, en matière d'omerta, a du mal à s'ouvrir. Ouais. Je pense qu'il y a un moment, il y a un rôle des fédérations de faire remonter en gros les sujets vers le ministère également. Le ministère aussi n'a pas toujours diligenté immédiatement, des sujets, des enquêtes administratives. Moi, j'ai des cas, mais encore une fois, si la victime ne veut pas parler ou si ses parents ne veulent pas parler, puisque ce sont des faits qui étaient commis. Le journaliste ne peut rien faire. On peut le rapporter, mais ce sera jamais aussi fort que si on le rapporte à visage découvert. Moi, je me rappelle d'avoir travaillé sur une enquête sur les violences sexuelles qui concernait à l'époque un entraîneur dans l'escrime. Cet entraîneur-là, la ministre la secrétaire d'État de l'époque m'avait dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On l'a mis dans un bureau maintenant. C'est-à-dire qu'il avait été, il est peu au contact des jeunes, mais il est quand même dans un bureau, avec une fonction administrative. Donc je pense qu'il est là le problème. Voilà. Le problème, c'est effectivement pas un phénomène qu'on découvre. Il y a eu un plan de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport qui a été dévoilé en 2008. Un an plus tard, une enquête commanditée par le ministère montre que 11,2% des athlètes sont exposés aux violences sexuelles, contre 6,6% hors de la sphère sportive. Donc il y a 10 ans déjà, on savait qu'il y avait beaucoup plus le double d'agressions sexuelles ou d'exposition à des agressions sexuelles dans le milieu sportif qu'ailleurs. Oui, et nous, sur le terrain, avec l'association Colosso Pied d'Argile, on se rend compte que ce chiffre-là, il faut presque le doubler. Aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a systématiquement, après nos interventions, les paroles qui se libèrent. Soit oralement, soit des témoignages ensuite par écrit, par téléphone, auprès de nous, intervenant aussi auprès du siège de l'association. Donc ça, c'est une réalité. C'est systématique. Tout à l'heure, mon voisin me disait qu'effectivement, il y a des personnes dont on ne communique pas leur nom parce qu'ils ont une intimité, ils n'ont pas envie d'avoir une médiatisation de leur histoire. Là, c'est tant mieux, ça rabbit bol à communiquer, ça rayonne, ça fait écho un petit peu, quête de résonance avec les différents médias. Mais nous, on a rencontré, et on rencontre encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de graines qui ne seront jamais champions, qui se sont enterrés dans leur évolution, le début de leur carrière professionnelle, jeunes, parce qu'ils ont été freinés justement par ce type de violence. Évidemment. Patrick Caner, quand vous entendez, si l'info elle remonte et ça fait 20 ans qu'on en parle, il y a quand même un problème dans ce milieu du sport. D'abord un problème des moyens de l'État. Moi, je le dis. Pourquoi des moyens de l'État ? Vous savez, le budget du ministère des Sports, c'est 500 millions sur 400 milliards. Mais écouter ou entendre les signaux faibles, ça veut dire qu'il faut aussi des hommes et des femmes sur le terrain. Et là, tout à l'heure, j'étais plutôt sympathique avec ma collègue qui m'a succédé. Mais là, je le serai un peu moins, parce que les moyens des directions départementales jeunesse et sport ont été diminués. D'ailleurs, les directions ont disparu. C'est un vrai sujet sur ce point, bien sûr. La disparition des conseillers techniques, etc. On ne peut pas faire que l'État soit à l'écoute, y compris en termes de prévention, s'il n'y a pas des collaborateurs qui, sur le terrain, irriguent l'ensemble du milieu sportif. Et donc, après, les fédérations se retrouvent seules. Moi, je pense que la fonction régalienne de l'État en matière sportive doit être reconnue. Je suis très vieux jeu sur le sujet. Je suis dans la philosophie d'un Léo Lagrange ou d'un Maurice Herzog, pour que les deux sensibilités soient confondues. Et moi, je crois à un ministère fort en matière des sports. Et je n'ai pas toujours eu gain de cause sur le sujet, y compris avec mes propres amis politiques. Mais aujourd'hui, on est en train d'affaiblir la matière sportive, y compris dans un démantèlement qui est structurel. Et donc, si le sport est une priorité nationale, y compris au regard des JO qui nous attendent, il faut s'en donner les moyens. Alors, en attendant les moyens, il y a un travail quand même qui est fait au Sénat. Il y a quelques mois, le Sénat a créé une mission d'information sur, je cite, et vous allez voir un beau panneau, parce que le titre est à rallonge, les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leur fonction. J'ai réussi. La commission des lois est très forte. Alors, cette mission a donné lieu à un rapport. Quelles en étaient les conclusions ? On va voir cela avec Catherine Deroche, sénatrice LR, qui a présidé cette mission. Elle est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Catherine Deroche, vous avez présidé une mission d'information concernant les violences sexuelles sur mineurs dans les institutions. C'était l'année dernière et déjà à l'époque, vous aviez identifié le fait que le secteur du sport était particulièrement sensible et à risque. Oui, parce qu'il y avait eu en effet des affaires qui avaient fait les unes des journaux. Il y avait la tenniswoman Isabelle de Mongeau qui avait relaté les violences qu'elle avait subies. Il y avait eu un colloque au Sénat à l'initiative de Mugueddini qui avait déjà réuni des acteurs du milieu sportif qui avaient dénoncé les violences qu'ils subissaient.
Mais il y a eu cette omerta dans le sport, comme dans d'autres institutions, aussi bien dans l'éducation nationale et l'Église, qui faisait que l'on voulait régler ces histoires au sein de la famille, comme il est dit, de la famille du sport. Et ces histoires sont anciennes et ont continué encore longtemps. Alors, quelles étaient les conclusions justement de ce rapport, de cette mission d'information? Alors, les conclusions étaient d'abord qu'il fallait que la parole se libère le plus vite possible. Donc, il fallait qu'on incite en effet les jeunes qui étaient victimes à parler, qu'il y ait cette vigilance à la fois des fédérations, des encadrants, des familles, à dénoncer, à détecter ce qui pouvait se passer au sein des relations entre des entraîneurs sportifs ou des encadrants sportifs et l'enfant et le jeune. Il y a cette forme d'emprise morale qui fait que l'entraîneur est souvent considéré comme un peu une sorte de super-homme, mais il y a aussi des violences chez les femmes, mais de super-homme qui va emmener l'enfant à un niveau exceptionnel, voire le sélectionner ensuite pour des compétitions. Donc vous aviez par exemple préconisé plusieurs mesures. Certaines sont en test actuellement. Oui, on avait préconisé bien sûr des formations, des chartes aussi de comportement pour les encadrants sportifs. Il y avait aussi la consultation du fichier d'auteurs de violences sexuelles, de façon à ce que les fédérations ou les clubs qui emploient un éducateur sportif puissent savoir si cette personne a déjà été condamnée. Il y a des expérimentations qui sont faites par la Fédération de foot sur les bénévoles notamment, qui sont souvent eux-mêmes auteurs d'infractions et qui ne sont pas contrôlés à l'entrée dans un club parce qu'on contrôle celui qui va avoir une fonction éducative. Merci Catherine Deroche d'avoir répondu à mes questions pour Public Sénat. Merci beaucoup Fanny. Si on nous projetait alors sur les solutions, il nous reste quelques minutes, Jean-François Villard. Oui, moi j'ai été très sensible à ce qui a été dit du rôle de régulateur que doit avoir l'État. Et il faut des moyens. Moi, je pense qu'il faut vraiment créer une agence de l'éthique du sport. C'est une responsabilité de l'État pour construire cette ingénierie de renseignement et de traitement du renseignement. Et il y faut des moyens. Et puis, il faut que les fédérations sportives, mouvements sportifs prennent ces responsabilités. Vous avez remarqué, il y a un point avec les différents en commun entre les différentes institutions qui ont rencontré des problèmes. Ces institutions qui ont développé des ordres juridiques privés très puissants. Voilà. Eh bien, il faut qu'elles sortent de cette vie de l'entre-soi pour traiter les sujets comme ils doivent l'être. Jérôme Latournerie, qu'est-ce que vous voyez comme... Simon, mais pardon. oui. Pourquoi j'ai dit Jérôme? Parce que, pardon, ça arrive. Mais c'est pour ça, je savais pas. Désolée. Non, effectivement, nous, à Colosso Pédargile, on voit deux choses, deux volets. D'abord, de la prévention, évidemment, des jeunes sportifs, quoi qu'il en soit, mais aussi des encadrants, des dirigeants par rapport à cette question-là. Et puis aussi de la fermeté et du contrôle pour éviter la récidive. La fermeté. De la fermeté dans les actions, dans les institutions, dans les fédés, dans les mouvements sportifs, pour prendre les décisions, pour écarter peut-être les mises en cause ou en tout cas les auteurs de faits. Et puis de la fermeté aussi. Oui, il y a des missions d'information qui proposent des choses très concrètes et pourtant on a l'impression que rien n'est écouté, rien n'est fait. Il faut passer à l'acte, ouais, effectivement. Jérôme Casadieu. Moi, je considère que d'abord, le travail va devoir être fait auprès des victimes. Voilà. Il faut que les victimes ne passent pas pour des coupables une fois que le bruit médiatique sera retombé. C'est-à-dire, voilà, on va parler du cas, par exemple, d'Isabelle de Mongeau, de Catherine Moyon-Debec. Aujourd'hui, dans quelle mesure aujourd'hui elles sont bien encore entendues? Voilà. Il faut elles sont persona non grata. Voilà. Oui et non. Voilà. Je dirais que c'est un petit peu des deux. Voilà. En tout cas pour certaines, voilà, Catherine Moyon-Debec a été écartée à un moment donné du ministère par le ministre de l'époque. Voilà. Alors qu'elle avait fait un travail, je dirais, de lanceuse d'alerte qui était extrêmement important. Et après le deuxième élément, et là c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qui concerne le sport amateur. Voilà. Dans le sport professionnel aujourd'hui, on a quand même des moyens de contrôle, des encadrants qui accompagnent comment dire, les enfants. Dans le sport amateur, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Et dans le sport amateur, il y a beaucoup de gens, voilà, sous le couvert du bénévolat. Il faut absolument, la crise du bénévolat, il faut qu'on les fasse venir. On n'a pas de contrôle, par exemple, systématique du casier judiciaire. Et on a des cas nombreux, voilà, d'encadrants qui vont passer d'une région à une autre et qui ont fait des victimes, qui ont parfois des procès, qui sont en cours. Et ça fait partie des propositions des athlètes dans cette tribune du Parisien, la création d'une cellule d'écoute des victimes indépendante des fédérations et tenue de respecter l'anonymat le plus complet, l'adoption de mesures législatives permettant la révocation de tout individu impliqué dans une affaire de violence sexuelle. Patrick Caner, il y a un appel aux législateurs là. Oui, là on est capable d'avoir de belles pistes de travail pour l'avenir, même si je pense qu'il y a une piste qu'on n'a pas encore évoquée, que j'évoque pour terminer. Et qu'on a... C'est la gouvernance. Une minute pour le faire. La gouvernance du sport. Ouais. On a 117 fédérations
fédérations en France, 31 fédérations olympiques. Sur les 31 fédérations olympiques, donc les plus importantes, entre guillemets, une seule femme présidente. Et ça dure depuis de nombreuses années. Et pour vous, ça c'est... Et moi, j'avais négocié avec Denis Massiglia, président du Comité national olympique, le CNO, un plan de féminisation de la gouvernance du sport. Je pense que cet équilibre-là est sûrement un élément très important de prévention. Et on s'arrêtera sur cet appel à la féminisation, contre lequel je n'ai rien évidemment. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat, au grand débat d'ALPL. On se retrouve évidemment demain dès 17h30, mais aussi à 22h. Et puis vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous, de 7h30 à 9h, comme tous les jours. Son invité politique demain sera Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Très bonne soirée sur Public Sénat.